Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. Ce matin-là, déclara Poirot en savourant sa seconde tasse de café noir écorcé, était d'une perfection rare. Les fenêtres de l'hôtel impérial donnaient sur le bleu étincelant de la baie de Torquay, et la brise marine faisait doucement frémir les rideaux de dentelle, apportant avec elle des effluves de sel et de pierres chauffées au soleil. Je me laissais bercer par cette tranquillité, profondément soulagé d'avoir enfin droit à quelques jours de repos après notre dernière affaire. Une histoire qui, comme souvent, avait impliqué un diamant disparu, une comtesse frauduleuse et le sens inébranlable de supériorité de Poirot. Il était devenu insupportable depuis que ses déductions avaient laissé la police locale bouche bée d'admiration. Pas qu'il ait besoin d'encouragement, bien sûr. Vous voyez, Hastings, dit-il en réajustant la serviette sur ses genoux, avec cette minutie qui lui était propre. L'air marin anglais est très agréable, mais il n'a pas l'ordre de celui de ma chère Belgique. Je le laissais divaguer, concentré sur mon œuf à la coque, que le serveur avait réussi à rendre à la fois trop peu et trop cuit. Un exploit en soi. « Regardez-vous, mon ami, » soupira Poirot. « Vous rêvassez devant votre petit déjeuner, tandis qu'autour de vous, le monde révèle ses secrets. » J'allais protester, mais un fracas d'argenterie sur la table voisine m'interrompit. Une dame âgée venait de renverser une coupe de fruits, et un serveur accourut pour l'aider. « Un drame », marmonnai-je en tendant la main vers la marmelade. « Non, Hastings. » Les yeux de Poirot pétillaient d'amusement. « C'est une leçon. Et que peut-on donc apprendre d'une assiette renversée de morceaux d'ananas et de prunes ?» Poirot s'adossa à sa chaise, les doigts croisés en prière. « Tout, mon ami, pour qui sait observer. » Le serveur, un jeune homme mince à l'allure nerveuse, s'approcha du désastre fruitier avec des gestes précautionneux. Poirot l'observait attentivement, la tête légèrement penchée. « Regardez bien, Hastings, » murmura-t-il. La démarche de cet homme. Son pied gauche s'oriente un peu plus vers l'extérieur que le droit. Une ancienne blessure, peut-être. Je plissai les yeux. À mes yeux, il marchait simplement comme n'importe quel serveur débordé de travail et mal payé. La voix de Poirot prit ce ton professoral que je connaissais si bien. Ces petites non-choses, mon ami, trahissent tout un caractère. Une claudication peut révéler un passé militaire ou un accident malheureux à bicyclette dans l'enfance. Un poignet trop propre sur la chemise d'un homme de labeur peut indiquer de la coquetterie ou une culpabilité récente. De la culpabilité? Je haussai un sourcil. Poirot sourit, indulgent. Un homme qui se lave trop souvent les mains cherche peut-être à effacer plus que de la poussière. Je secouai la tête, résigné. Ces moments de dissection psychologique me laissaient toujours à la fois impressionné et perplexe. Poirot voyait ce que les autres manquaient, non par chance ou intuition, mais par une étude rigoureuse de la nature humaine. Et vous déduisez tout cela à la façon dont il marche. Je ne déduis pas, Hastings, j'observe. Ce n'est pas la même chose. Et que vous dit cette observation sur notre serveur? Qu'il va renverser le thé d'un instant à l'autre. Poirot replia sa serviette avec soin.
À cet instant précis, le plateau du serveur bascula, en voyant une tasse de Darjeeling se déverser sur ma manche. « Bon sang, Poirot !» m'écriai-je. Poirot se contenta de sourire. C'est dans les suites de ce désastre, alors que je tentais en vain de sécher ma manche, que le portier de l'hôtel fit son apparition à notre table. Il portait un plateau d'argent sur lequel reposait une épaisse enveloppe crème, scellée d'un cachet de cire rouge vif. « Pour Monsieur Poirot », annonça le portier, d'un ton mi-respectueux, mi-curieux, comme s'il hésitait entre prendre Poirot pour un simple client ou un haut dignitaire. Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Ah, pour moi? Comme c'est intrigant. » Il saisit l'enveloppe du bout des doigts, la tourna lentement, avant de briser le sceau avec son ongle parfaitement manucuré. Le papier à l'intérieur était plié avec une précision militaire, et les yeux de Poirot se plissèrent en parcourant le message, bref, mais saisissant. Par la présente, je signe mon propre arrêt de mort. Gerald Havering. Aucune autre explication, seulement une demande de présence de Poirot à Havering Hall dès cet après-midi. Je restais stupéfait. Quel genre d'homme écrit un message pareil? Poirot tapota le papier, pensif. Un homme qui souhaite qu'on le remarque, mon ami, ou un homme qui n'a plus le choix. Notre escapade au bord de la mer touchait, semble-t-il, à sa fin. Poirot déplia la lettre avec le soin méticuleux qui lui était coutumier, lissant ses bords du bout des doigts avant de la lire à haute voix. Je l'avoue, en entendant ces mots, un frisson me parcourut l'échine. Par la présente, je signe mon propre arrêt de mort. La signature en dessous était ferme, anguleuse, Gerald Havering, un nom qui ne m'était pas inconnu. Je me souvenais l'avoir entendu dans une affaire douteuse relatée par The Times, sans pouvoir en rappeler les détails. « Que diable cela signifie-t-il, Poirot ?» demandai-je en me penchant. Poirot ne répondit pas tout de suite. Il leva plutôt la lettre à la lumière, scrutant la texture du papier comme si elle pouvait lui murmurer des secrets. Sa tête s'inclina légèrement, comme elle le faisait toujours lorsqu'un petit détail éveillait son attention. « Pas d'adresse de retour, grommelai-je. Plutôt théâtral, vous ne trouvez pas? Le mélodrame, mon ami, est souvent un masque pour quelque chose de très concret, répondit Poirot. Observez. Il y a ici des plis. La lettre a été pliée 2 fois, mais pas avec la même précision que les bords. Cette lettre a été lue et peut-être réécrite plus d'une fois. Il la déposa soigneusement à côté de son assiette, tapotant du doigt la signature. Et pourtant, quel homme signe volontairement son propre arrêt de mort, à moins que... Son regard s'aiguisa soudain. À moins que ce ne soit pas sa main qui l'ait signé. Cette remarque n'avait pour moi aucun sens à ce moment-là, mais j'avais appris depuis longtemps à ne pas remettre en question les élans logiques de Poirot. Je n'espérais qu'une chose, que le reste du petit déjeuner se déroule sans autre interruption. J'avais tort. La démarche logique, à mon avis, aurait été de prévenir les autorités locales et de les laisser enquêter sur l'origine de cette lettre. Poirot, naturellement, avait d'autres idées. « Il y a quelque chose de théâtral là-dedans, Hastings, » dit-il, les yeux brillants d'amusement. « Un homme n'écrit pas cela sans vouloir être découvert ou mal compris. »« Vous pensez que c'est une plaisanterie ?» demandai-je, à moitié rassuré. Poirot haussa délicatement les épaules. Le sens de l'humour anglais n'est pas si macabre, mon ami. Il souleva de nouveau la lettre comme s'il s'agissait d'une relique précieuse, puis la replia soigneusement et la glissa dans sa poche. Nous allons y aller, bien sûr. Aller où? À Havering Hall, naturellement. Je poussai un soupir. Poirot, nous sommes venus ici pour nous reposer. Justement pourquoi j'irai, Hastings, le repos du corps, oui. Mais l'esprit,
Ah, l'esprit doit toujours être nourri. Il tapota son front du bout du doigt, avec un air théâtral. Sinon, comme un moteur sans huile, il finit par se gripper. Et vous trouvez qu'un homme qui déclare sa propre mort, c'est nourrissant? Marmonnai-je. Poirot rayonna. C'est exquis. Il était inutile d'essayer de le faire changer d'avis. Et au fond de moi, je savais que notre paisible escapade en bord de mer était bel et bien terminée. Mais avant même que Poirot ne puisse demander l'addition, le destin intervint. Un homme corpulent, vêtu d'un costume de lin froissé, se tenait à la réception de l'hôtel, parlant à voix basse et pressé avec la réceptionniste. J'entendis distinctement les mots « Havering Hall » et donnai un coup de coude à Poirot. « Regardez » soufflai-je, « il se passe quelque chose. » Poirot, qui ne rate jamais rien, s'était déjà levé et se trouvait au comptoir, avant même que je n'aie terminé mon œuf. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il de son ton le plus charmant. « Vous mentionnez Havering Hall. » L'homme, surpris, cligna des yeux face à l'apparition soudaine de Poirot. « Oui, une terrible affaire. Monsieur Gerald Havering, retrouvé mort ce matin, tué d'une balle dans son bureau. » Le visage de Poirot ne changea pas, mais je vis l'éclat d'intérêt briller dans ses yeux. « Un suicide ? » ?»« C'est ce qu'ils disent, » grommela l'homme. « Il se serait tiré une balle, très clairement. » La moustache de Poirot frémit de façon menaçante. Je connaissais ce regard. La simple mention de suicide avait éveillé chez lui les soupçons les plus profonds. « Mon ami, » dit-il doucement, « l'homme qui signe son propre arrêt de mort ne tire pas lui-même sur la gâchette. Il y a quelque chose qui cloche. » Je ne répondis rien. Après toutes ces années à ses côtés, j'avais appris que, lorsque Poirot avait pris sa décision, l'enquête avait déjà commencé. Moins d'une heure plus tard, nous étions assis dans une automobile de location, cahotant sur les étroites routes du Devon, en direction de Havering Hall. Poirot s'était plongé dans l'un de ces silences, de ceux qui indiquaient que ces petites cellules grises étaient déjà à l'œuvre, organisant les faits avant même notre arrivée. Pour ma part, j'avais d'autres préoccupations, la principale étant de savoir si l'on servait du bon café à Havering Hall. Le goût de Poirot, pour l'ordre, ne s'étendait pas aux petits déjeuners anglais, et je soupçonnais que cette visite allait impliquer de longues heures et des repas sautés. Alors que la demeure se dessinait enfin à l'horizon, Poirot parla enfin. « Mon ami, préparez-vous. Ce ne sera pas ce que cela paraît être. » Le trajet jusqu'à Havering Hall sembla plus long qu'il ne l'était réellement. Les routes de campagne se tordaient entre les haies, comme des serpents, avec la mer toujours tapie, juste hors de vue. Le ciel, qui était encore lumineux à notre départ de Torquay, s'était couvert, un épais rideau de brume montait des falaises, avalant les arbres et effaçant l'horizon. Havering Hall, elle, se dressait comme une grande bête grise perchée à flanc de côte, ses hautes fenêtres plongées dans l'ombre, comme si la maison elle-même était en deuil. Je l'avoue, un frisson me parcourut lorsque la voiture emprunta l'allée de gravier. Cet endroit, murmurai-je, a tout le charme d'un mausolée familial. Poirot, qui observait la maison en silence, hocha doucement la tête. Oui, Hastings, c'est un lieu où le passé a laissé son empreinte sur chaque brique, et ces lieux-là, ah, il ne pardonne pas facilement. J'allais lui demander ce qu'il voulait dire quand la porte d'entrée s'ouvrit et qu'un majordome, si mince qu'il en paraissait presque transparent, nous attendait. Il nous fit entrer. L'air à l'intérieur était imprégné d'encaustique, de laine humide et d'autre chose, quelque chose de plus vif, de la poudre, peut-être. En pénétrant dans le grand hall d'entrée, je ne pus m'empêcher de remarquer le portrait au-dessus de la cheminée,
un homme au visage sévère, d'âge mûr, la bouche fine et crispée. « Gerald Havering » hasardai-je. « Non, » dit le majordome d'une voix si faible que je l'entendis à peine. C'était le premier Gerald Havering. Cette maison en a connu plusieurs. Et maintenant, il semble qu'il y en ait un de moins. Poirot ôta son chapeau et s'inclina poliment. La mort, mon ami, est toujours ponctuelle. Elle n'attend pas d'invitation. On nous conduisit dans un petit salon aux boiseries sombres et au mobilier encore plus sombre, où Madame Havering nous attendait. L'atmosphère était empreinte de secret, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Poirot, lui, semblait parfaitement à l'aise, s'installant dans un fauteuil avec l'air d'un homme arrivant à un dîner, plutôt qu'à la scène d'un crime. « Commençons, » dit-il doucement. Madame Héloïse Havering était une femme dans la quarantaine, bien qu'elle donnât l'impression d'avoir vieilli 2 fois plus vite au cours des 12 dernières heures. Son teint était pâle et taché, ses mains crispées sur ses genoux, et pourtant sa posture restait étrangement droite, comme si la seule force de sa volonté la maintenait debout. Poirot se présenta avec une révérence gracieuse, les doigts joints, avec délicatesse. « Madame, je vous remercie de nous recevoir en de telles circonstances. » Elle incline la tête, mais ne dit rien. « Votre mari, » continua Poirot avec douceur, « a été retrouvé ce matin dans son bureau. » Sa voix, lorsqu'elle parla, était fine, usée, la voix d'une femme longtemps habituée au silence. « Oui, ce sont les domestiques qui l'ont trouvé. Moi, j'étais... » Elle hésita. « Je dormais. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement, bien que son sourire demeurât bienveillant. « Vous dormiez, madame ?» Elle déglutit. « J'ai pris quelque chose, un sédatif. Je n'ai pas entendu le coup de feu. »« Curieux, » murmura Poirot, « qu'un sédatif puisse vous rendre aussi insensible dans une maison aussi ancienne, où le moindre son traverse les murs. » Je la vis tressaillir, si légèrement soit-il, et me demandai si Poirot cherchait délibérément à la déstabiliser. « Vous étiez seule dans votre chambre ?» demanda-t-il. Elle hésita avant d'acquiescer. « Oui, Gérald restait souvent dans son bureau quand nous nous disputions. »« Et vous vous êtes disputés hier soir ?» Ses mains se serrèrent encore plus fort, au point que les jointures en devinrent blanches. Ce n'était rien. Le sourire de Poirot s'élargit, mais ses yeux restaient acérés. « Ah, madame, pour une femme, une dispute n'est rien. Pour un homme, c'est tout. » Elle a eu un rire cassant. « Vous ne connaissiez pas mon mari, monsieur Poirot. »« Au contraire, » répondit doucement Poirot. « Je le connais déjà. Un homme ne signe pas son propre arrêt de mort s'il n'est pas tourmenté par de nombreuses ombres. » Madame Havering se leva brusquement et traversa la pièce jusqu'à la cheminée où les restes d'un feu fumaient encore. Elle nous tourna le dos, fixant le portrait de son défunt mari. « Je ne l'ai pas tué, » dit-elle, les mots lancés comme des pierres. Poirot se leva à son tour, avec une grâce inhabituelle et silencieuse. « Madame, je vous crois. » Elle se retourna, surprise. « Vraiment ?» Le sourire de Poirot se fit presque affectueux. « Bien sûr, mais croire à votre innocence. Ah, cela ne signifie pas que vous êtes sans reproche. » La pièce sembla s'assombrir autour de nous, comme si la maison elle-même désapprouvait cette intrusion dans ses secrets. Monsieur Réginald Crossfield était un homme à la carrure large, approchant la 50aine, avec les mains rêches de ceux qui ont exercé leur pouvoir dans les salles de conseil, plus que dans les champs. Ses yeux, vifs et calculateurs, passaient de Poirot à moi, comme s'il évaluait le prix de la vérité. « Autant que vous le sachiez, » dit-il sèchement, « Gérald et moi n'étions plus vraiment amis à la fin. » Poirot haussa les sourcils. « Mais vous étiez associés en affaires, non ?»« Étions, » répondit Crossfield d'un ton amer. « Nous avions
disons, des désaccords. Gérald voulait me mettre à l'écart. Il voulait dissoudre entièrement notre partenariat. Et pourquoi cela, monsieur? Les doigts de Poirot se rejoignirent. Son regard restait serein, mais implacable. Crossfield s'agita sur son siège. Il était paranoïaque. Il pensait que je cachais des profits. La vérité, c'est qu'il avait fait de mauvais investissements, et quand ils ont mal tourné, il lui fallait un coupable. Et ce coupable, c'était vous. Le ton de Poirot était doux, mais ses yeux brillaient de lucidité. Non. La mâchoire de Crossfield se contracta, mais Gérald refusait de le croire. Il m'a menacé de procès, voulait me ruiner si possible. Une querelle amère, en effet, murmura Poirot. Vous êtes venu à Havering Hall hier soir? Non, dit immédiatement Crossfield. Je n'ai pas mis le pied ici depuis des mois. Poirot incline légèrement la tête. Curieux, votre voiture porte encore l'argile de cette allée. Le visage de Crossfield se durcit, mais il ne répondit pas. En quittant la pièce, Poirot murmura presque pour lui-même. Un homme qui ment sur l'endroit où il se trouvait, mon ami, est un homme qui aurait préféré être ailleurs. Mademoiselle Alice Waring, une jeune fille nerveuse, tordait son tablier entre ses doigts tremblants, pendant que Poirot l'interrogeait. Ses yeux ne cessaient de glisser vers la porte, comme si elle s'attendait à voir apparaître un fantôme. « Vous avez entendu des disputes hier soir ?» demanda Poirot doucement. Alice hocha la tête. Ils se disputaient toujours, monsieur. Monsieur Havering avait un terrible caractère. Et le sujet de la dispute? Alice hésita. L'argent, monsieur. C'était presque toujours l'argent. Le regard de Poirot s'adoucit, mais il se pencha légèrement en avant, baissant la voix, jusqu'à un chuchotement complice. Et pourtant, mademoiselle, ce n'est pas tout ce que vous avez entendu, n'est-ce pas? La lèvre inférieure de la jeune fille trembla. J'ai entendu M. Havering dire quelque chose à propos de changer son testament. La moustache de Poirot tressaillit légèrement. Ah, voilà qui est des plus intéressants. Il a dit qu'il ne laisserait pas un sou à Madame Havering. Je laissai échapper un sifflement bas. Voilà qui est plutôt accablant. Alice secoua la tête avec force. Madame Havering l'aimait, monsieur. Elle ne l'aurait jamais. Elle ne pouvait pas. Calmez-vous, mademoiselle. Poirot lui tapota doucement la main. Je n'accuse personne, pour l'instant. Il se leva, ajustant ses manchettes. Dites-moi, Alice, lorsque vous avez apporté le thé du matin, la porte du bureau était-elle fermée à clé? Le front d'Alice se plissa. Oui, monsieur. Et la clé était toujours dans la serrure, du côté intérieur. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. Très intéressant, murmura-t-il. Alors que nous nous éloignions, je dis « Voilà qui règle la question, non? Une pièce fermée à clé, un suicide. » « Non, Hastings, » répondit doucement Poirot. « Cela ne règle rien du tout. Le docteur Samuel Arden nous reçut dans la bibliothèque. Un homme corpulent, au visage rougeau, avec l'air de quelqu'un habitué à énoncer des diagnostics sans jamais être contredit. « On m'a fait appeler dès l'aube, » dit-il. « Je suis arrivé dans l'heure. »« Et qui vous a appelé, docteur ?» demanda Poirot. « La femme de chambre de Madame Havering. Elle a téléphoné dès que le corps a été découvert. Et pourtant, dit Poirot d'un ton léger, vous étiez déjà équipé de vos gants chirurgicaux. Le teint rougeau du médecin s'assombrit. Un réflexe professionnel. Bien sûr. Le sourire de Poirot restait courtois, mais ses yeux avaient l'esprit cet éclat tranchant que je connaissais si bien. La cause du décès est évidente, reprit Arden avec empressement. Coup de feu, auto-infligé à la tempe. Et l'heure du décès? Entre minuit et 2 heures du matin. Et vous en êtes absolument certain? Totalement.
La voix d'Ardenne était trop ferme, trop rapide. Poirot haussa légèrement les épaules, dans un de ces petits gestes célèbres. Curieux cela, car voyez-vous, docteur, le corps était encore tiède lorsque la femme de chambre l'a trouvé à 6 heures. Les mains du médecin se crispèrent le long de son corps. Enfin, il y a toujours des anomalies. Oui. Poirot sourit, et les anomalies, c'est ma spécialité. En sortant, je marmonnais. Vous pensez qu'il cache quelque chose? Poirot tapota sa tempe. Il ne cache pas, mon ami. Il oublie. Et c'est très révélateur, ce qu'un homme oublie lorsqu'il cherche à mentir. Poirot entra dans le bureau, avec la révérence d'un homme pénétrant dans une chapelle. Je le suivis, moins révérencieux, et bien plus conscient du froid qui y régnait. La pièce était peu éclairée, les rideaux tirés, comme en deuil de son occupant. Sur le bureau, placé face à la fenêtre, reposait la fameuse lettre, celle par laquelle Gerald Havering signait son propre arrêt de mort. Juste à côté se trouvait le revolver, un lourd Webley dont le canon portait une légère tache. « L'arme du crime », murmurai-je. « Non », dit doucement Poirot, « l'arme de l'apparence, mon ami. » Il se pencha, inspectant le revolver sans le toucher. « Voyez, Hastings, les empreintes digitales, elles sont trop nettes, trop bien placées, comme des cerises sur un gâteau. » Je fronçai les sourcils. Mais la porte était verrouillée de l'intérieur, la fenêtre aussi. Comment cela aurait-il pu se passer autrement? Poirot fit le tour de la pièce, s'arrêtant devant les portes-fenêtres. Le loquet était bien fermé, la poussière sur le rebord intacte. Il examina la clé toujours dans la serrure, la fit tourner délicatement. Elle pivotait sans résistance. « Un homme qui s'apprête à mourir, » murmura Poirot, « ne prend pas la peine de verrouiller la porte derrière lui. À moins, bien sûr, qu'il ne veuille que le monde croie à quelque chose. » Il souleva à nouveau la lettre de mort, la tenant à bout de bras, son expression indéchiffrable. « Et pourtant, » murmura-t-il, « ceci n'est pas l'écriture d'un homme résigné à son sort. » Je soupirai, une fois de plus, déconcerté. « Poirot, vous inventez des mystères à partir de rien. » « Non, Hastings, je ne fais qu'écarter le rideau pour révéler la vérité en dessous. » Je n'avais pas encore digéré cette déclaration sibylline que Poirot tomba soudain à genoux devant la cheminée, le nez à quelques centimètres de la grille. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il. « Hastings, voyez-vous cela? Je ne vis que des cendres, grises et inertes. » « Voir quoi ?» Poirot sortit sa pince à épiler de poche et en retira quelque chose, un morceau de papier carbonisé, noirci sur les bords, mais laissant apparaître une lettre discernable, D. « Un fragment, » murmura-t-il, « de quelque chose que l'on voulait vraiment faire disparaître. » « Une autre lettre ?» suggérai-je. « Peut-être, ou peut-être une partie du document original, avant qu'il ne soit réécrit. » Je le fixai. Réécrit? Les yeux de Poirot brillèrent d'un éclat malicieux. « Mais oui, mon ami. Quelle meilleure manière de mettre en scène un drame que de réécrire entièrement le script. » Il se tourna vers Madame Havering, qui se tenait toujours dans l'encadrement de la porte. « Dites-moi, madame, votre mari aimait-il le théâtre ?» Elle pâlit. Il appréciait les pièces, si c'est ce que vous voulez dire. Poirot sourit. « Comme moi, madame. Et nous assistons actuellement au dernier acte d'une mise en scène très élaborée. » Il glissa le fragment dans une enveloppe et la tapota avec satisfaction. « Aucun crime, Hastings, n'est vraiment parfait. Les mains peuvent être habiles, mais elles tremblent toujours, un peu, au mauvais moment. » Alors que nous quittions le bureau, la voix de Madame Havering retentit, cassante, quelque part entre la détresse et le soulagement.
il y a quelque chose que vous devriez savoir, dit-elle. Gérald avait un frère. Je clignai des yeux. Un frère? Vous ne l'avez jamais mentionné. Elle haussa les épaules, les yeux fuyants. Je le savais à peine. Gérald n'en parlait jamais, jusqu'à il y a quelques semaines, apparemment. Ils s'étaient embrouillés, il y a des années, à cause du testament de leur père, je crois. Les sourcils de Poirot se haussèrent. Un frère disparu, c'est très commode, madame, n'est-ce pas? Je ne sais pas où il est, répondit-elle vivement, ni même s'il est encore en vie. Et pourtant, murmura Poirot, son ombre plane sur tout ceci. Je fronçai les sourcils. Quel rapport entre un frère perdu de vue, une pièce fermée à clé et une lettre de suicide falsifiée? Poirot m'adressa l'un de ses sourires les plus exaspérés. « Hastings, vous êtes trop littéral. Ne pensez pas au frère comme à un homme, mais comme à une idée. » Je poussai un gémissement. Et c'est reparti. Mais Poirot avait déjà tourné les talons, l'esprit lancé bien loin devant nous. À peine étions-nous de retour dans le bureau qu'il sortit une loupe et examina à nouveau la lettre de mort. « Observez, dit-il, d'un ton léger mais impitoyable, les boucles des lettres, la pression du stylo. Ce n'est pas l'écriture de Gerald Havering. » Je restai bouche bée. « Vous voulez dire ?» ?»« C'est un faux, » dit simplement Poirot. « Quelqu'un d'autre a signé cet arrêt de mort. Quelqu'un qui voulait faire croire au monde à un suicide qui n'en était pas un. » Il se redressa, l'air satisfait. « Et maintenant, mon ami, préparons-nous. Pour l'acte suivant. » Le cri retentit, juste au moment où Poirot croisa les mains avec un contentement suprême. Il résonna dans le couloir, aigu, paniqué, une terreur humaine, indubitable. Nous courûmes jusqu'au bureau, où le corps de Reginald Crossfield gisait effondré sur le bureau, un couteau planté dans la poitrine. Le visage de Poirot, pour une fois, trahit une véritable surprise. « Eh bien, dis-je faiblement, voilà qui monte d'un cran. » Poirot tapota ses doigts, pensif. « Mon ami, l'homme qui a forgé un premier arrêt de mort vient d'en signer un second. » La maison avait sombré dans un silence étrange lorsque Poirot demanda un entretien privé avec Madame Havering. Naturellement, j'étais invité à rester, non pas pour mes brillantes capacités de déduction, mais, comme le dit Poirot, parce que chaque chef-d'œuvre a besoin d'un cadre modeste, mon ami. Nous trouvâmes Madame Havering assise près de la baie vitrée, une tasse de thé délicate entre les mains tremblantes. La porcelaine tinta une fois contre la soucoupe avant qu'elle ne repose la tasse. L'attitude de Poirot était douce, mais implacable. Ses yeux sombres, fixés sur son visage, avec l'intensité d'un homme en train de décaper une vieille peinture. « Madame, le chagrin, c'est une bête étrange, n'est-ce pas ?» Madame Havering esquissa un sourire cassant. « C'est vrai, Monsieur Poirot. Et pour vous, il s'accompagne de soulagement, peut-être ?» Elle leva brusquement les yeux. « Du soulagement? Oui ?» Poirot joignit les doigts. Quand un homme querelleur meurt, il est allé naturel que ceux qu'il laisse derrière lui ressentent à la fois du chagrin et, oserais-je dire, une forme de liberté. Ses doigts se refermèrent en poing sur ses genoux. « Vous n'avez pas le droit de dire cela. »« Ah, mais madame, ce n'est pas moi qui le dis. C'est votre corps qui parle. La tension, la rigidité, elles vous trahissent. » La voix de Poirot restait aimable, mais l'acier perçait sous la soie. « Je dormais, » murmura-t-elle. « Je vous l'ai dit, j'avais pris un sédatif. » « Bien sûr, » Poirot acquiesça. « Et pourtant, vous vous êtes réveillé à l'aube, n'est-ce pas ?»« Oui. » Sa voix était à peine audible. « Parce que peut-être, au fond de vous, vous saviez que quelque chose n'allait pas. » Il fit une pause. « Ou parce que vous avez entendu un bruit. »
un bruit que vous prétendez maintenant ne pas avoir entendu. Elle secoua la tête avec véhémence. Non, non, je n'ai rien entendu. Poirot esquissa un faible sourire. Madame, votre peine est réelle, mais votre peur aussi. Elle leva les yeux vers lui, et je vis son sang-froid se fissurer, son visage blême et tendu. Peur de quoi? Demandai-je. De la vérité, dit doucement Poirot. Elle nous attend toujours, derrière chaque porte fermée à clé. Mademoiselle Alice Waring fut ensuite appelée. Elle entra avec l'air hésitant et effaré d'un lapin trop loin de son terrier. Ses mains se tordaient si violemment que je craignis de les voir se briser. Poirot l'invita à s'asseoir, son ton bien plus doux qu'il ne l'avait été avec Madame Havering. « Mademoiselle, commença-t-il, vous n'êtes pas, je crois, une menteuse née. » Elle cligna des yeux rapidement. « Je ne comprends pas. » « Non. » Le sourire de Poirot était presque paternel. « Alors permettez-moi de vous expliquer. Vous avez entendu quelque chose, n'est-ce pas, la nuit précédant la mort de M. Havering ?» La lèvre inférieure d'Alice trembla. « Oui, monsieur. Ils se disputaient encore. » « Et quel était le sujet de la dispute ?» Alice hésita. « L'argent, monsieur. L'argent. » Les sourcils de Poirot se levèrent. Un si petit mot, et pourtant, il détruit tant de vies. La voix d'Alice jaillit dans un flot précipité. Monsieur Havering a dit qu'il allait changer son testament, qu'il allait rayer Madame Havering de sa succession. Je sifflai doucement. C'est plutôt radical, ça. Poirot me jeta un regard noir, puis reporta son attention sur Alice. Et Madame, comment a-t-elle réagi? Alice déglutit avec difficulté. Elle a dit qu'il le regretterait. Ah! Poirot se renversa légèrement, les doigts à nouveau en prière. Et avez-vous vu ce Nouveau Testament? Non, monsieur. Mais j'ai entendu Madame Havering parler de détruire des papiers. Très intéressant. Poirot se leva et se mit à arpenter la pièce lentement. Donc nous avons une dispute au sujet d'un testament, une menace, un document détruit et un mort. Il s'arrêta. Un schéma des plus savoureux, n'est-ce pas? Alice le regardait, confuse. « Vous pensez que Madame Havering l'a fait ?» Poirot écarta les mains. « Mademoiselle, je pense beaucoup de choses, mais ce que je crois... » « Ah, cela, je ne le révélerai pas tout de suite. » Il l'accompagna jusqu'à la porte, sa voix plus douce maintenant. « Vous êtes attaché à votre maîtresse, n'est-ce pas? » « Oui, monsieur, elle a toujours été très gentille avec moi. »« Alors soyez franche avec moi, mademoiselle. Avez-vous vu quelqu'un d'autre près du bureau cette nuit-là » Alice hésita, puis secoua la tête. « Non, monsieur, personne. » Le regard de Poirot se durcit. « Personne? Ou personne que vous ayez reconnu ?» Alice se mordit la lèvre, mais ne répondit rien. Lorsqu'elle fut partie, je demandai « Tu la crois ?» Poirot esquissa un léger sourire. « Mon ami, je crois qu'elle croit ce qu'elle a dit. Mais croire et savoir, ce n'est pas toujours la même chose. » Le docteur Samuel Arden nous reçut à nouveau dans la bibliothèque, où l'air portait encore une discrète odeur de cigare, bien qu'aucun cendrier ne soit visible. Il était assis dans un large fauteuil en cuir, incarnation même de l'autorité médicale rurale. Visage rubicond, gilet trop serré, doigts jaunis par la nicotine. Poirot prit son temps pour s'installer dans le fauteuil en face, ajustant soigneusement le pli de son pantalon. Ce n'est qu'ensuite qu'il prit la parole. « Docteur, vous avez suivi M. Havering pendant de nombreuses années, je crois ?»« De temps en temps, » répondit Arden. « Ce n'était pas ce qu'on appelle un patient régulier, trop têtu pour admettre qu'il avait besoin d'aide. Pourtant, la voix de Poirot se fit douce. Il souffrait d'un problème cardiaque, n'est-ce pas ?» Arden grogna légèrement, sans confirmer ni nier. Il y avait des inquiétudes, oui.
De l'angine de poitrine, proposa Poirot. Peut-être, dit Arden, le stress, le mode de vie. Des hommes comme Havering brûlent la chandelle par les deux bouts, puis blâment le médecin quand elle s'éteint. La moustache de Poirot frémissait à peine. Et pourtant, docteur, lorsque j'ai examiné le bureau de M. Havering, je n'y ai vu aucun médicament. Le front du docteur se plissa. Ce n'est pas possible. Je lui avais prescrit des comprimés de nitroglycérine il y a plusieurs mois. Poirot secoua la tête, un geste presque paternel. Aucun comprimé, aucune boîte, pas même une pastille. Le visage du docteur s'assombrit. Alors quelqu'un les a retirés. Par qui? Demanda Poirot d'un ton neutre. Arden s'agita dans son fauteuil. Vous posez la question au mauvais homme, Poirot. Je soigne les corps, pas les secrets. Poirot se leva, lissant son revers de veste. Ah, mais les corps et les secrets, ils vivent très près l'un de l'autre. Le regard du docteur se posa fugitivement sur la cheminée, là où un morceau de papier brûlé avait déjà livré un de ses secrets. Naturellement, Poirot le remarqua. Poirot remarquait toujours tout. En sortant, je marmonnai. Cet homme cache quelque chose. Les yeux de Poirot brillèrent. Il cache ou il oublie. Parfois, mon ami, c'est la même chose. Nous retrouvâmes Madame Havering dans le petit salon du matin. Ses mains étaient posées sagement sur ses genoux, son regard fixé sur un point lointain au-delà de la fenêtre. Il émanait d'elle une forme de calme calculé, le genre qu'il faut un réel effort pour maintenir. Poirot alla droit au but. « Madame, la nuit de la mort de votre mari, vous étiez seule dans votre chambre ?»« Oui, » répondit-elle immédiatement. « Je vous l'ai déjà dit. Et la maison était bien verrouillée ? Bien sûr. Aucun visiteur ? Aucun. » Le sourire de Poirot était doux comme la crème. Curieux alors, car mademoiselle Alice a vu une silhouette, un homme, debout près de la fenêtre du bureau. Les doigts de madame Havering se crispèrent légèrement. La jeune fille a dû se tromper. Ah! Poirot se pencha en avant, les yeux soudain étincelants. Mais madame, elle ne s'est pas trompée. Elle est facilement effrayée, dit madame Havering d'un ton glacial. Elle s'imagine des choses. Le sourire de Poirot s'élargit. Peut-être, ou peut-être a-t-elle vu quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un que vous avez préféré ne pas mentionner. Ses lèvres s'entr'ouvrirent en une protestation muette, mais Poirot poursuivit. Cet homme, il était grand, large d'épaules, portait un manteau sombre. Elle expira brusquement. Cela pourrait être n'importe qui. Ou cela pourrait être le frère perdu de votre mari. La couleur quitta son visage. C'est absurde. Vraiment? La voix de Poirot était soyeuse. Un frère qui se dispute au sujet d'un testament. Un frère qui disparaît, puis réapparaît lorsque la fortune change de main. Elle se leva brusquement et alla vers la fenêtre. Je ne sais rien de tout cela. La tête de Poirot s'inclina légèrement. Rien, madame, ou trop de choses? Elle ne répondit rien, et Poirot s'inclina légèrement. Nous reparlerons. Dehors, je demandai. Tu penses que le frère a fait le coup? Non, Hastings, dit Poirot, les yeux pétillants. Je pense que le frère est un fantôme. La vraie question est, qui l'a inventé? Ce fut plus tard dans l'après-midi, alors que Poirot arpentait le grand salon, que ses petites cellules grises semblèrent entrer en action. Les mains jointes dans le dos, il marchait avec la précision d'un chef d'orchestre, chaque pas réglé sur un rythme silencieux que lui seul entendait. « Hastings, dit-il soudain, te souviens-tu des livres dans le bureau de M. Havering ?»« Ceux qui tapissaient les étagères, répondis-je. Des romans à suspense, surtout, très sensationnalistes. Précisément. » Poirot leva un doigt en l'air, et il y en avait un, en particulier, à la couverture rouge.
Je fronçais les sourcils, tentant de me souvenir. Quelque chose sur un meurtre déguisé en suicide? Exactement. La main qui signale l'arrêt de mort, un titre d'une subtilité inexistante, n'est-ce pas? Et pourtant, comme c'est curieux, la méthode utilisée dans ce roman ressemble étrangement à notre tragédie actuelle. Tu veux dire la pièce fermée à clé, l'arme placée là exprès, tout? Pas tout, mon ami, mais suffisamment pour y voir une source d'inspiration. Il s'arrêta, se tourna vers moi, le visage traversé d'un intense contentement. Tu vois, Hastings, lorsqu'un homme qui aime les mystères théâtraux est lui-même assassiné, n'est-il pas logique de soupçonner que le crime ait été une mise en scène? Mais pourquoi quelqu'un mettrait-il tout ça en scène? Demandai-je. L'expression de Poirot se fit grave. Pour tromper, pour cacher la véritable intention sous une couche de mélodrame. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant les falaises noyées de brume. Il y a un auteur derrière cette histoire, Hastings, mais ce n'est pas Monsieur Havering. Qui donc alors? Demandai-je. Poirot se tourna vers moi, les yeux brillants de malice. Patience, mon ami. Le rideau n'est pas encore tombé. Nous retournâmes une fois de plus dans le bureau, où Poirot se posta devant le bureau, contemplant le revolver, symbole d'une affaire apparemment simple et bouclée. Avec un soin presque cérémonieux, Poirot sortit son mouchoir de poche et souleva l'arme, la tournant délicatement sous la lumière. Ses yeux se plissèrent, sa moustache frétilla, comme elle le faisait toujours lorsqu'un détail venait de lui parler. « Mon ami, » dit-il doucement, « observez. » Je m'approchai, plissant les yeux, pour mieux voir la surface métallique. Il y avait des traces, des empreintes digitales, petites. « Alice Waring », annonça Poirot. Je le fixai. « La femme de chambre ?» Poirot acquiesça. « Ce ne sont pas les mains de Gérald Havering, dont les doigts étaient larges et épais. Non, ce sont les empreintes d'une jeune femme, habituée à manipuler des objets délicats ou à les nettoyer. »« Mais pourquoi Alice aurait-elle touché le revolver ?» demandai-je. « Voilà, Hastings, toute la question. Délicieuse. » Poirot reposa le revolver sur le bureau. « Pour l'instant, il ne faut pas sauter aux conclusions. Les empreintes nous disent qui a touché l'objet. Pas pourquoi. » Il tapota sa tempe. « C'est l'esprit qu'il faut découvrir, non la main. » À ce stade, je dois l'avouer, mon cerveau était en surcharge. Chaque nouvelle révélation semblait contredire la précédente. Était-ce un suicide, un meurtre, une mise en scène, une tragédie domestique ou quelque chose de bien plus sinistre? « Poirot, » dis-je en marchant à ses côtés dans le couloir, « tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce que je suive tout cela. » Il me lança un regard d'innocence si offensé que je me sentis presque coupable. « Mais, Hastings, c'est très simple. »« Simple !» m'écriai-je. « Nous avons une pièce fermée à clé, une mort mise en scène, une lettre falsifiée, des empreintes mystérieuses, un frère disparu, qui existe peut-être, et maintenant un deuxième cadavre. Si c'est ça, la simplicité, je n'ose pas imaginer ta définition de la complication. » Poirot laissa échapper un léger rire. « Ah, mon ami, tu appliques la logique anglaise. Un fait doit suivre l'autre en ligne droite. Mais le crime, Hastings, est un jeu de miroir. Ce que tu vois n'est presque jamais ce qui est. Et toi, que vois-tu » demandai-je. Le sourire de Poirot se fit énigmatique. « Je vois une histoire écrite avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. » « Et quelle histoire ?» Poirot me tapota le bras. « Patience, mon ami. Avant la dernière page, tu sauras tout. » Nous retournions vers le bureau, les mains de Poirot jointes dans le dos, sa démarche mêlant curieusement précision
et espièglerie. Ses yeux s'étaient plissés par la réflexion, ses lèvres pincées, comme s'il goûtait une sauce particulièrement complexe. 2 morts, Hastings, dit-il enfin. 2, et pourtant commises par un seul esprit. Je secouai la tête. Eh bien, c'est évident, non. La même personne a tué Gerald Havering et Reginald Crossfield. Ah mais non, mon ami. Poirot agite un doigt. Ils ont été tués par le même cerveau, oui, mais pas par la même main. Que diable veux-tu dire ? Demandai-je. Cela signifie, dit Poirot avec emphase, que le meurtrier est à la fois présent et absent sur chaque scène de crime. C'est absurde, dis-je, sentant la brume familière de la confusion m'envahir. On ne peut pas être à la fois quelque part et ailleurs. Non, dit Poirot, sauf si l'on est un illusionniste. Un illusionniste ? Je le fixai. Tu veux dire comme un magicien ? Précisément. La moustache de Poirot eut un petit tressaillement espiègle. Un magicien, mon ami, compte sur la distraction. Ce que l'on voit n'est jamais ce qui se passe réellement. Et tu penses que notre tueur est... Quoi ? Un magicien professionnel ? Poirot sourit. Pas professionnel, peut-être, mais par nécessité. Les petites cellules grises de Poirot semblaient électrisées, alors qu'il fouillait la corbeille à papier dans un coin du bureau. Avec son flair habituel pour le dramatique, il en sortit un billet de théâtre déchiré, qu'il brandit entre le pouce et l'index. « Voilà », déclara-t-il triomphalement. Je plissai les yeux vers le morceau de papier. « Qu'est-ce que c'est ?» Poirot le retourna pour que je voie. C'était un billet pour un spectacle de magie, donné au Imperial Theatre de Torquay, la veille de la mort de Gerald Havering. « Et quel est le rapport ?» demandai-je. « Tout, mon ami. » Les yeux de Poirot brillaient. « Ne comprends-tu pas ? La veille même du drame, quelqu'un a assisté à un spectacle de The Great Astrello, un homme célèbre pour ses numéros de disparition, ses illusions de pièces closes et ses trucs avec des compartiments secrets. J'étais toujours aussi perdu. Mais qui est allé à ce spectacle ? Poirot tapota l'air avec le billet. Je soupçonne que c'était quelqu'un avec une intention très précise. Apprendre comment créer une pièce verrouillée, qui ne l'est pas. Alors le bureau soi-disant fermé à clé, comment sais-je, n'a jamais été fermé, acheva Poirot. Il a seulement été conçu pour en donner l'illusion. Et mon ami, cela nous révèle une chose très claire. Laquelle ? Que le meurtrier avait tout planifié depuis longtemps. Poirot se tint près de la fenêtre. Le billet déchira toujours posé avec délicatesse entre ses doigts. Son sourire était celui d'un fin gourmet qui vient de goûter un plat d'une rare perfection. Tout magicien, Hastings, dit-il doucement, a sa faiblesse. Ah oui, dis-je, toujours aussi perdu. Et laquelle ? Poirot se retourna, les yeux vifs. Il dépend toujours du fait que son public regarde au mauvais endroit. Il désigna la porte du bureau. Depuis le tout premier instant, mon ami, on nous a invités à nous concentrer sur la porte verrouillée. Mais le vrai tour, la véritable diversion, se trouvait ailleurs. Où donc ? Poirot pointa du doigt le bureau. La lettre, Hastings, le soi-disant arrêt de mort. Ce n'était pas un document, mais un accessoire de théâtre. Et le revolver ? Un autre accessoire, dit Poirot avec un sourire, placé là pour attirer le regard, pour raconter une histoire que l'on voulait que nous croyions. Je poussai un soupir. Et quelle histoire ? Que Gerald Havering avait signé son propre arrêt de mort. L'expression de Poirot devint grave. Mais un homme qui prévoit sa propre mort n'assiste pas à un spectacle de magie la veille. Non, mon ami. L'homme qui a acheté ce billet
n'était pas Gérald du tout. Alors, qui? Poirot porte un doigt à ses lèvres. Voilà, Hastings, le dernier tour. Et je le révélerai lorsque le rideau se lèvera sur l'acte final. À exactement 6 heures, ce soir-là, Poirot convoqua tout le monde dans le bureau. La pièce avait été remise en ordre, le bureau nettoyé, les rideaux tirés, laissant la lumière du soir s'étendre sur le tapis persan. J'ai toujours admiré le sens du théâtre de Poirot, et ce soir ne fit pas exception. L'atmosphère était lourde d'attente, bien que personne ne sût vraiment ce qu'il attendait, sauf bien sûr Poirot lui-même. Madame Héloïse Havering fut la première à entrer, le visage pâle mais maîtrisé, un mouchoir serré entre ses doigts. Juste derrière elle, Alice Waring, la femme de chambre, les yeux écarquillés et inquiets, tordant sans cesse l'ourlet de son tablier. Le docteur Samuel Arden entra ensuite, le visage volontairement impassible, bien qu'un léger voile de sueur perlât sur ses tempes. L'inspecteur Morton, rappelé pour observer la scène, se posta près de la porte, carnet à la main. Poirot se tenait devant la cheminée, les mains jointes, sa moustache vibrant d'importance. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, la voix grave et théâtrale, ce soir, nous allons jouer une petite pièce, une pièce qui commença par un document étrange, et se termina avec 2 hommes morts. Il désigna le bureau. La scène de notre tragédie, recréons-la, telle qu'elle était lorsque le corps de M. Gérald Havering fut découvert. Sur ses instructions, Alice repositionna le revolver, la fameuse lettre de mort, et même un verre de whisky, exactement comme ils avaient été retrouvés. Poirot fit le tour de la pièce, commentant la scène comme s'il s'adressait à un public invisible. Voici, voyez-vous, le tableau que l'on nous a présenté, une histoire peinte avec grand soin. Mais comme dans toute fiction, il y a des incohérences. Il se retourna brusquement, les yeux perçants. Ce soir, nous comblerons ces failles, et nous découvrirons la main qui les a peintes. Il fit une pause dramatique, son regard balayant la pièce et les visages anxieux rassemblés devant lui. D'abord, dit-il, il nous faut effacer une grande illusion. Gérald Havering ne s'est pas donné la mort. Un souffle choqué parcourut la pièce. Les jointures de Madame Havering blanchirent alors qu'elle serrait le dossier de sa chaise, et Alice laissa échapper un cri étouffé. « Impossible !» s'indigna le docteur Arden. La porte était verrouillée, le revolver dans sa main. Que voulez-vous de plus? Poirot secoua lentement la tête, presque avec tristesse. « Docteur, vous sous-estimez l'ingéniosité de l'esprit humain, en particulier d'un esprit familier des ficelles du théâtre et de l'illusion. » Il souleva la lettre de mort, la tenant bien haut. Ce document, si dramatique, si théâtral, n'a jamais été un véritable testament, c'était un accessoire. Un accessoire, répétai-je. Exactement. Le sourire de Poirot était mince. Il n'était pas destiné à révéler la vérité, mais à semer une idée, celle du suicide. Il se dirigea vers les portes-fenêtres et tapota le loquet. La soi-disant pièce verrouillée, une simple illusion, apprise dans un tour de magicien. Avec un fil passé par le trou de la serrure, la porte a été verrouillée de l'extérieur et le fil retiré par la fente. Hastings, c'est-à-dire moi, laissa échapper un sifflement bas. Diablement ingénieux. Poirot incline la tête. Ingénieux, oui, mais pas original. La méthode Hall a été directement tirée d'un roman présent sur l'étagère de M. Havering. Et le revolver? Demanda Madame Havering, la voix tendue. Placé dans sa main après sa mort. Le regard de Poirot se posa sur Alice. « Mademoiselle, c'est vous qui l'avez placé, n'est-ce pas ?» Le visage d'Alice se décomposa. « J'ai obéi. On m'a dit de le faire. Je ne savais pas.
Qui vous a dit cela » demanda vivement l'inspecteur Morton. Le regard d'Alice se tourna vers le docteur Arden. Le visage de ce dernier vira à un rouge alarmant. Poirot sourit. « Ah, et voilà que nous approchons enfin du véritable rideau. » Poirot se plaça au centre de la pièce, attirant tous les regards, les doigts empressés les uns contre les autres, la tête légèrement penchée, sa posture habituelle lorsqu'il s'apprêtait à démêler une toile de mensonges. « Démasquons les artifices, mes amis, » commença-t-il. « Car il ne s'agit pas seulement d'un meurtre, mais d'une mise en scène, une pièce, soigneusement répétée, où chaque acteur jouait son rôle. » Il tourna son regard vers Madame Havering, figée dans sa chaise, les doigts crispés sur ses genoux. « Madame, vous nous avez dit que vous dormiez, profondément endormie, sous l'effet d'un sédatif. » Elle hocha la tête, les yeux rivés au tapis. « Et pourtant, reprit Poirot, si ce sédatif n'était pas destiné à vous. » Elle releva brusquement la tête, abasourdie. « Non, non, madame. » Poirot esquissa un faible sourire. La poudre dans le verre de whisky, dans le bureau de M. Havering, elle était destinée à lui. Il avait été drogué bien avant que le coup fatal ne soit tiré. Un murmure choqué parcourut la pièce. « Voyez-vous, » poursuivit Poirot, « un homme qui a réellement l'intention de mettre fin à ses jours ne commence pas par se rendre inconscient. » Le docteur Arden se tortilla, mal à l'aise, dans son fauteuil. Mais le revolver... Ah, le revolver... Poirot leva un doigt d'un air réprobateur. Placé là après la mort, pour créer l'illusion d'un suicide. Il se mit à marcher lentement dans la pièce. Et cette lettre de mort, quelle touche dramatique! Mais une touche un peu trop dramatique à mon goût. Je fronçai les sourcils, concentré, puis laissai échapper. Mais pourquoi tant d'efforts s'il voulait mais simplement le tuer? Les yeux de Poirot brillèrent, parce que le meurtrier ne voulait pas seulement tuer, il voulait tromper. Il se retourna vers Madame Havering. « Vous, madame, avez dit bien des demi-vérités, mais le plus grand mensonge ne vient pas de vous. Il a été planté par quelqu'un qui savait comment faire naître le soupçon par une habile diversion. » Il tapota sa tempe. « On voulait que vous paraissiez coupable, mais pas trop coupable. » Le silence s'abattit sur la pièce. Même moi, pour une fois, je n'avais rien à ajouter. Poirot s'approcha du bureau et examina à nouveau le revolver. Cette fois, il le souleva du bout des doigts, comme s'il tenait un fruit particulièrement douteux. « Voici notre premier grand mensonge, » dit-il doucement. « Une contrefaçon maladroite de la mort. » Il reposa l'arme avec soin. La blessure mortelle, une balle dans la tempe, était réelle, oui, mais elle a été infligée après que M. Havering était déjà mort. « Quoi » m'exclamai-je. « Mais alors, comment est-il mort ?»« Par poison, mon ami, » répondit Poirot avec calme, administré dans son whisky du soir, mélangé à une dose subtile de digitaline, un poison bien connu de ceux qui ont des compétences médicales. Tous les regards se tournèrent vers le docteur Arden. Le visage rubicond du médecin vira au gris. La voix de Poirot se durcit. « Vous êtes arrivé à Havering Hall très tôt ce matin-là, n'est-ce pas, docteur? Trop tôt, presque, comme si vous saviez déjà que vos services seraient requis. » La bouche du médecin s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Poirot poursuivit. « Vous aviez prévu que le poison fasse son œuvre seul, discrètement, indétectable une fois la rigidité cadavérique installée. Mais quelque chose a déraillé. Quelqu'un a découvert le corps trop tôt. » Le souffle d'Alice Waring se coupa brusquement. « Vous avez paniqué, » reprit Poirot. « Il vous fallait une diversion, une histoire à laquelle la police pourrait s'accrocher. Un suicide mis en scène, accompagné d'un faux document dramatique. »
Mais pourquoi? Demandai-je. Pourquoi faire croire à un suicide? Parce que, dit Poirot, en se tournant de nouveau vers Ardenne, un frère qui réapparaît après des décennies pour réclamer un héritage. C'est bien plus crédible si cet héritage vient d'un homme brisé, accablé par le désespoir. Le médecin s'affaissa dans son fauteuil, les mains tremblantes. « Tu vois, mon ami, dit Poirot en me regardant, la véritable arme dans cette affaire, ce n'était ni le revolver, ni le poison, c'était l'histoire elle-même. » Poirot fit une pause, laissant le silence retomber sur la pièce comme un brouillard épais. Madame Havering haletait, Alice tremblait de tout son être, et le docteur Ardenne restait figé, à l'exception de ses doigts, qui s'agitaient nerveusement à ses poignets. « Mais qu'en est-il, reprit Poirot avec douceur, de la deuxième mort, celle de Reginald Crossfield, le partenaire en affaires du défunt Monsieur Havering ?» Je sentis mon front se plisser de perplexité. Quel rapport avec tout ça? Tout, mon ami, dit Poirot. Car voyez-vous, Crossfield n'était pas simplement un partenaire commercial. C'était un homme qui en savait trop. Un frisson parcourut la salle. Réfléchissez, poursuivit Poirot. Pourquoi Crossfield est-il venu à Havering Hall ce jour-là? Il a prétendu que c'était pour affaires, mais aucune réunion n'était prévue. Non, il est venu parce qu'il avait récemment découvert quelque chose, un secret enfoui dans le passé. Le regard de Poirot se posa fermement sur le docteur Ardenne. Quelque chose que vous croyez enterré à jamais, n'est-ce pas? Le docteur ouvrit la bouche, mais Poirot leva un doigt, tel un chef d'orchestre interrompant son orchestre. Crossfield avait découvert la vérité, que le respectable docteur Samuel Ardenne n'était pas seulement le médecin de la famille, mais en réalité, le frère illégitime de Gerald Havering. Un cri de surprise s'éleva dans la pièce. « Mais oui !» s'écria Poirot. « Deux hommes, nés du même père, séparés par le scandale et les circonstances. Quand Crossfield tomba sur cette vérité, il y vit une opportunité, faire chanter le bon docteur. » Les yeux de Poirot scintillèrent. « Mais les maîtres chanteurs jouent un jeu dangereux, mon ami. Il est plus simple de faire taire un homme pour toujours que de continuer à le payer. » Le visage d'Ardenne était devenu livide. « Et ainsi, conclut Poirot, M. Crossfield fut assassiné, poignardé dans ce même bureau, là où son ancien complice venait tout juste d'être retrouvé. Deux crimes, un seul mobile. » Poirot fit un pas en avant, et tous les regards se fixèrent sur lui. « Et maintenant, dit-il doucement, nous arrivons à notre dernier rideau. » Il désigna le docteur Ardenne, qui ressemblait à un homme pris sous un toit, en train de s'effondrer. « C'était vous, docteur, dit Poirot. Vous qui avez administré le poison à votre frère, le frère qui refusait de vous reconnaître. Vous qui avez rédigé ce soi-disant arrêt de mort et placé le revolver dans sa main. » Madame Havering poussa un cri étranglé. « Vous vouliez que le monde croie que Gerald Havering, accablé par la culpabilité ou le désespoir, s'était donné la mort. Une fin tragique, n'est-ce pas? Mais derrière le rideau, ah, il n'y avait que votre avidité. » La voix de Poirot se fit plus tranchante. « Vous aviez tout à y gagner, n'est-ce pas? Par un ancien testament familial qui favorisait les liens de sang plutôt que les épouses. Mais seulement si votre identité, en tant que frère de Gerald, pouvait être prouvée. » « Et quand Crossfield l'a découvert, demandai-je. Poirot haussa théâtralement les épaules. « Vous ne pouviez pas risquer qu'il vende l'histoire au plus offrant, ou pire, qu'il l'utilise pour ruiner votre revendication. »« Alors vous l'avez tué, dis-je. »« Exactement. Vous l'avez poignardé et laissé affaler sur le même bureau où Gerald avait été retrouvé. Un écho délibéré, mon ami.
destiné à suggérer que les péchés de l'un avaient entraîné la chute de l'autre. Les mains du docteur Ardenne tremblaient violemment à présent. Sa bouche s'ouvrait sans qu'aucun son n'en sorte. « Docteur, dit Poirot avec douceur, vous êtes intelligent, mais vous avez oublié une chose. »« Quoi ?» articula Ardenne, d'une voix rauque. Les magiciens craignent toujours le dernier geste, celui où le public regarde trop attentivement. Poirot leva un doigt. « Ce sont vos mains, mon cher docteur, celles qui tremblaient lorsque vous êtes arrivé trop tôt après la mort de Gérald, celles qui en savaient déjà trop, avant même que le corps ne soit découvert. » Poirot sourit doucement. « Les mains trahissent l'esprit, mon ami, et les vôtres ont signé votre propre arrêt de mort, aussi sûrement qu'elles ont signé celui de votre frère. » Les épaules du docteur s'affaissèrent, toute volonté l'abandonnant. L'inspecteur Morton s'avança avec une autorité calme. Poirot hocha la tête, satisfait. « Le rideau tombe, mon ami. » Poirot se tint près de la cheminée, les doigts joints sous son menton, dans sa posture familière de réflexion théâtrale. La pièce était figée, personne n'osait respirer trop fort, sauf moi, Hastings, qui lâchait parfois un soupir de perplexité. « Réfléchissons, mes amis, au mobile. La graine d'où a germé cet arbre vénéneux, » commença Poirot. Sa voix était douce, presque méditative, car voyez-vous, les racines de ce crime ne datent ni d'hier, ni de la semaine dernière. Non, elles ont été plantées dans la terre du passé. Son regard se posa sur le docteur Ardenne, désormais affaissé, les mains molles sur les genoux. « Vous, mon cher docteur, êtes né dans le scandale, n'est-ce pas? Un fils illégitime, un secret que votre père aurait préféré oublier. » Ardenne ne dit rien. « Mais, poursuivit Poirot, il y a toujours une trace écrite, oui, un vieux testament, signé à l'époque où votre père vous reconnaissait, avant qu'il ne vous rejette. Ce document sommeillait depuis des décennies, sans importance tant que Gérald vivait. Mais si Gérald mourait sans héritier direct, ce vieux testament pouvait sortir de sa tombe et faire de vous l'héritier. » Madame Havering poussa un léger cri, les yeux écarquillés. « C'est absurde. Gérald n'en a jamais parlé. »« Non, madame, » dit Poirot avec douceur, « parce que monsieur Gérald ne le savait pas. Pourquoi l'aurait-il su? Pour lui, vous n'étiez que le médecin de famille, une silhouette discrète, toujours en retrait. » Il fit un grand geste. « Mais vous saviez, n'est-ce pas, docteur? Vous saviez que viendrait un jour où ce vieux papier vaudrait plus que tout l'or du monde. » La voix de Poirot se durcit. Et ainsi, lorsque Gérald rédigea un Nouveau Testament, laissant sa fortune à son épouse, vous avez compris qu'il fallait agir. « Mais pourquoi mettre en scène un suicide ?» demandai-je. « Pour déshériter l'épouse, mon ami !» s'exclama Poirot. « Un homme qui met fin à ses jours annule, en Angleterre, son dernier testament, laissant l'ancien document reprendre toute sa validité. » Il se tourna vers le docteur Ardenne. « Un plan, monsieur, des plus ingénieux, mais les plans trop intelligents, laissant toujours des traces. » Avec un geste théâtral, Poirot sortit de sa poche le billet de théâtre déchiré, le brandissant comme un trophée. « Ceci, dit-il, est le billet de la vérité. » Je plissai les yeux. « Le spectacle de magie ?» ?»« Exactement. » Poirot rayonnait. La veille du meurtre, le docteur Ardenne a assisté à un numéro de The Great Astrello, maître des disparitions, des compartiments secrets et des illusions de pièces closes. La mâchoire d'Ardenne se contracta, mais il ne dit mot. « Voyez-vous, mon ami, » continua Poirot, « il y avait un problème avec le plan. La pièce verrouillée, comment l'expliquer? Je fronçai les sourcils, mais la porte était bien verrouillée de l'intérieur. Un simple tour, Hastings, démontré sur cette même scène la veille.
avec un bout de ficelle, une clé et un espace sous la porte. Je le fixai. Tu veux dire qu'Arden a copié un tour de scène? Précisément. Les yeux de Poirot pétillaient. Il a regardé, appris, puis exécuté. Il s'inclina légèrement, comme pour saluer un magicien invisible. Ce fut une performance fort convaincante, mon ami, mais toute performance a une fin. Le regard de Poirot s'adoucit, alors qu'il s'approchait du docteur Arden. « Mais voyez-vous, docteur, ce n'est pas votre ficelle qui vous a trahi. » Arden leva la tête, blême. « Non, » dit Poirot doucement, « ce furent vos mains. »« Mais, mains ?» répéta Arden, la gorge sèche. « Oui. » Le sourire de Poirot était presque compatissant. « Vous êtes médecin. Vos mains devraient être stables comme la pierre. Mais quand vous êtes arrivé à Havering Hall, appelé auprès d'un corps encore tiède, vos mains tremblaient. » Arden déglutit difficilement. « J'étais choqué. »« Non, mon cher. » Poirot secoua lentement la tête. « Vous étiez coupable. Les mains, elles trahissent le cœur. Et votre cœur savait exactement ce qu'il trouverait dans ce bureau. » Poirot fit une dernière pause, son expression solennelle, presque endeuillée. « Vous voyez, mon cher docteur, vous étiez malin, mais pas assez. » Il se redressa, se tenant de toute sa hauteur, et déclara « Vous avez signé l'arrêt de mort de votre frère, mon cher docteur. Mais vous avez oublié une chose. Vous avez aussi signé le vôtre. » Un silence si profond s'ensuivit qu'il sembla que la maison elle-même tendait l'oreille. L'inspecteur Morton s'avança, sortant les menottes avec une efficacité calme. Le docteur Arden se leva, le visage figé dans une expression de défaite épuisée, et se laissa emmener sans résistance. Lorsque la porte se referma derrière eux, je laissai échapper un sifflement bas. « Poirot, tu rends ça presque trop facile. » Le sourire de Poirot revint. « Mais oui, mon ami, car le plus grand tour de magie, c'est de voir ce que tout le monde ignore. » Il tapota de nouveau sa tempe. « Un homme peut falsifier un document, placer une arme, mettre en scène un crime. Mais ses mains, sa peur, son cœur, laissent dans des empreintes qu'aucun gant ne peut cacher. » La pièce s'était vidée, à l'exception de nous quatre. Poirot, moi, l'inspecteur Morton et le docteur Samuel Arden, assis dans le même fauteuil où le corps sans vie de Gerald Havering avait été découvert. Il y avait là une cruauté presque poétique, comme si la maison elle-même lui avait préparé ce siège. Ses mains, qui tremblaient tant plus tôt, reposaient à plat sur ses genoux, doigts écartés, comme pour les empêcher de se refermer en poing. Son visage, pâle et luisant de sueur, affichait une expression étrange, entre défi et résignation. « Est-ce qu'il sert à quelque chose de nier ?» dit-il d'une voix rauque, privé de tout détachement clinique. « Vous avez trop bien monté votre affaire, monsieur Poirot. » La réponse de Poirot fut douce. « Non, docteur, cela ne sert à rien. La vérité, elle est déjà ici, assise parmi nous. Il ne reste qu'à lui donner une voix. » Arden ricana amèrement. « Très bien. » Son regard se tourna vers la cheminée, où les dernières traces de la lettre brûlée n'étaient plus que cendres. Cela devait finir ainsi. Il inspira profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous le poids de la confession. Tout a commencé par une lettre, trouvée parmi les vieux papiers de mon père, une preuve que j'étais son fils, que Gerald Havering était mon demi-frère. Poirot hocha imperceptiblement la tête. « J'ai écrit à Gerald, » poursuivit Arden, la voix plus dure, « mais il a refusé de me reconnaître. Il disait que j'étais une tache sur le nom de la famille, un scandale qu'il valait mieux oublier. » Et ainsi, dit doucement Poirot,
la graine de la vengeance fut plantée. L'avidité et la rancune, admit Arden. À quoi bon le nier? Gérald était riche, et grâce à ce vieux testament, il suffisait qu'il meure sans héritier valable, ou sans testament tout court. Ses mains se crispèrent à nouveau, les doigts tremblant de plus belle. Je n'ai jamais voulu tuer Crossfield, mais cet imbécile était trop malin. Il flairait les secrets et les moyens de les monnayer. Il poussa un long soupir. Alors je les ai tués tous les deux, mon frère, et celui qui voulait profiter de lui. Et à la fin, c'est moi qui ai payé le prix le plus fort. La voix de Poirot n'était plus qu'un murmure. Oui, docteur, le prix de votre âme. Nous marchions en silence vers notre hôtel, la brise marine cinglant nos visages. Mon esprit bourdonnait encore, tandis que Poirot marchait paisiblement à mes côtés, comme s'il venait simplement de ranger une étagère un peu en désordre. « Eh bien, Poirot, dis-je enfin, celle-là méritera sa place dans les livres, même si je ne comprends toujours pas comment tu as résolu l'affaire. » Poirot me lança un regard à la fois indulgent et désabusé. « Hastings, mon ami, tu observes les empreintes, mais tu ne vois pas celles laissées dans l'esprit. » Je soupirai. « Et ça veut dire ? » ?»« Cela veut dire, dit Poirot, que cette affaire n'a pas été résolue grâce aux empreintes digitales, ni aux lettres brûlées, ni même au revolver. Elle a été résolue par la psychologie. » Je fronçai les sourcils. Mais il y avait tellement de preuves. Pas. Poirot balaya l'air d'un geste. La preuve est la servante de la vérité, Hastings, pas sa maîtresse. Ce qui a réellement révélé le meurtrier, c'est sa peur. Sa peur? Oui. La voix de Poirot devint pensive. Réfléchis, Hastings. Le docteur Arden n'était pas un criminel de nature. C'était un homme qui passait sa vie à soigner les autres, en qui ses patients avaient confiance. Et pourtant, cette confiance, cette intimité entre le médecin et ses malades, c'est précisément ce qui lui a donné le pouvoir de tuer. Il tapota sa tempe. Arden connaissait les faiblesses de Gérald, sa santé, ses habitudes, sa confiance en l'autorité médicale. Il savait exactement quel poison simulerait une crise cardiaque, et à quel moment frapper. Je frissonnai. C'est plutôt froid. Non, répondit Poirot avec douceur. C'était désespéré. Arden n'était pas un maître criminel. C'était un homme effrayé, incapable de supporter le rejet. Son premier crime naquit de l'orgueil blessé, le second pour effacer le premier. Et ses mains, commençai-je. « Ah, les mains !» s'exclama Poirot, « les traîtres de l'esprit. Malgré tout son talent, tout son sang-froid, elles ont tremblé, car au fond, mon ami, la culpabilité vit dans les doigts. » Je secouai la tête, impressionné. « Tu dis toujours que ces affaires sont psychologiques, Poirot. Mais je ne te crois jamais tout à fait jusqu'à la fin. » Poirot sourit, sa moustache frémissante. « Parce que tu penses, Hastings, mais tu n'observes pas. » Nous étions de retour dans le salon de l'hôtel. Un petit feu crépitait dans la cheminée, la tempête maintenant apaisée dehors. Poirot, confortablement installé dans son fauteuil, tenait entre ses doigts le billet de théâtre déchiré, le tournant avec un soin délicat. « Voilà, mon ami, » dit Poirot doucement. « Voilà l'indice qui a tout résolu. » Je me penchai pour examiner le petit bout de papier. Un billet pour un spectacle de magie. Qu'y a-t-il d'extraordinaire là-dedans? Poirot soupira dramatiquement. « Ah, Hastings, tu as le billet, mais pas la compréhension. » Il fit claquer le papier du doigt. Pourquoi un homme, la veille du jour, où il aurait prévu de se donner la mort, irait-il s'amuser à un spectacle? Peut-être pour se changer les idées, répondis-je prudemment. Non. Poirot secoua la tête. Un homme qui contemple la mort ne cherche pas l'illusion.
Mais un homme qui planifie un meurtre des plus élaborés, ah, voilà une autre affaire. Il tapota le billet. The Great Astrello, le maître du tour de la pièce fermée, de l'objet disparu, de la clé qui s'évanouit. Autant de leçons dont le docteur Arden avait besoin pour mettre en scène le crime parfait. Mais il aurait très bien pu apprendre ces tours dans un livre, non? Peut-être, admit Poirot. Mais les livres ne montrent pas le mouvement, le geste du poignet, le retournement du doigt, la nuance, Hastings. Ce n'était pas un homme simplement curieux d'illusions. C'était un homme qui savait que la réussite de son plan dépendait de sa performance. Il déposa doucement le billet sur la table. Ce billet déchiré, un vestige de son obsession à contrôler la réalité elle-même. Mais, mon ami, même le plus brillant des magiciens ne peut pas vaincre ses propres nerfs. Poirot s'adossa, les yeux à demi clos, savourant l'ironie comme une fine liqueur après le dîner. « Tu vois, Hastings, murmura-t-il, à quel point le destin peut être délicieusement cruel. » Je haussai un sourcil. « Et pourquoi donc? Le docteur Arden ?» dit Poirot. Un homme obsédé par l'illusion, par la création de la performance parfaite, fut démasqué non par les preuves, mais par son propre corps qui le trahit. Il leva ses propres mains, parfaitement stables. Les mains d'un magicien ou d'un meurtrier ne doivent jamais trembler. Mais elles ont tremblé, dis-je, exactement. Poirot sourit. Malgré toute sa maîtrise de la mise en scène, sa culpabilité vivait au bout de ses doigts. Il joignit à nouveau les mains, les doigts enclochés. Un homme qui voulait dominer la réalité a, au final, été défait, par une vérité qu'il ne pouvait cacher. Alors que nous réglions l'addition et nous préparions à quitter l'hôtel, un portier s'approcha de Poirot avec une petite enveloppe. « Encore un mystère, Poirot ?» demandai-je, avec une pointe de sarcasme que je crus légère. Poirot l'ouvrit, jeta un coup d'œil au contenu, et ses moustaches frémirent d'amusement. « Non, mon ami, juste le menu du petit déjeuner. » Je poussai un soupir de soulagement. Pour une fois, une matinée paisible. Poirot me lança un sourire entendu. « Ah, Hastings, il ne faut jamais sous-estimer l'importance du petit déjeuner. Un bon œuf peut en révéler davantage sur un homme que 1000 documents. » Il glissa le menu dans sa poche, puis ajouta, presque pour lui-même. « Et pourtant, j'ai toujours constaté qu'une affaire ne se termine jamais sans qu'une autre ne commence. » Je grognais. « Tu veux dire que tu en cherches déjà une nouvelle ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Mais bien sûr, tant qu'il y aura la vanité, l'avidité et la folie humaine, il y aura du travail pour Hercule Poirot. » Sur ces mots, il monta gracieusement dans le fiacre qui nous attendait, me laissant avec cette pensée dérangeante. La prochaine mort, nous attendait-elle déjà au petit déjeuner? Alors que l'affaire Gerald Havering tire son rideau final, une vérité s'impose. Aucune illusion, si soigneusement mise en scène soit-elle, ne peut tromper les petites cellules grises. Ce n'est ni les empreintes digitales, ni les lettres falsifiées qui ont résolu ce crime, mais le simple tremblement de mains coupables. Une preuve que même les esprits les plus rusés ne peuvent échapper à la psychologie de la culpabilité. Pour Poirot, les plus grands mystères ne résident pas dans les portes verrouillées ou les clés disparues, mais dans les secrets que la nature humaine ne peut dissimuler. Car c'est là, dans les doigts, qui tremblent, les alibis trop bien récités, et la peur cachée dans le regard, que la vérité se révèle toujours. Alors que nous quittions l'hôtel, je me tournai vers Poirot et lui dis « Au moins, cette fois, le tour n'était pas dans ta manche, mais dans les mains du meurtrier. » Poirot me répondit d'un de ses sourires énigmatiques. « Ah, Hastings, c'est toujours ainsi. Les mains obéissent à l'esprit. Mais le cœur, ah, c'est là que commence toujours le véritable crime. Et vous, d'après vous,
Quel a été l'indice décisif qui a trahi le docteur Arden? Était-ce la lettre brûlée, le billet pour le spectacle de magie? Ou bien ses mains tremblantes? Dites-le nous en commentaire, si vous avez aimé percer les mystères de cette enquête signée Hercule Poirot. Pensez à liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à faire revivre ces grandes histoires policières. Et avec Poirot, le prochain mystère n'est jamais bien loin. À très bientôt pour de nouvelles enquêtes où la vérité se cache en pleine lumière.